Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 20h30 dans les actualités de ce jour dans la partie sud de Madagascar. Pour commencer, ce n'est pas le projet Base Touliar qui génère de la radioactivité. Celle-ci est déjà présente sur le site d'exploitation situé à 46 km au nord de Touliar. Un accord spécifique sera également établi entre l'OMNIS et la IEA concernant cette radioactivité. Par ailleurs, selon les précisions du ministre des Mines, Rakutumalala Ernjane Olivier, lors de son passage sur la télévision nationale hier, l'exploitation sur le site de Base Touliar n'a pas encore commencé. Plus de détails avec Ruth Christelle Rakutumalala. Le projet Base Touliar est implanté à 46 km au nord de Touliar, à 16 km de Manguil et à 18 km d'Ifati. D'après les explications du ministre des Mines, Rakutumalala Ernjane Olivier, la zone d'exploitation ne comporte aucune localité habitée. On y trouve essentiellement des pâturages pour le bétail, des activités de fabrication de charbon de bois et de l'agriculture. Il a également précisé que le transport des minerais extraits ne traversera pas les villages environnants. L'exploitation n'a pas encore débuté car Base Touliar n'a pas encore obtenu le cahier de charges correspondant. En outre, l'autorisation d'exploitation qui sera accordée à Base Touliar inclura également l'extraction du monazite. Avant cela, un accord spécifique sera signé entre l'OMNIS et la IEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Le projet Base Touliar représente un atout majeur pour Madagascar. En effet, sur les 38 années de durée prévue du projet, il devrait générer des revenus de 5 milliards de dollars pour l'État malgache. Tous les flux financiers liés au projet ont été préalablement définis. Le ministre rappelle qu'il est indispensable d'exploiter les ressources minières pour les transformer en richesses. Tous les futurs grands projets miniers seront inclus de la même manière que l'accord avec Base Touliar, c'est-à-dire de façon préalablement définie et transparente. Le projet Base Touliar devrait par ailleurs créer environ 5 000 emplois. L'installation d'une agence de l'IDBM à Tolanar favorisera le monde de l'entrepreneuriat et les investissements dans la partie sud de l'île. Selon les explications, cela augmentera la confiance des investisseurs dans cette partie sud du pays. L'IDBM apportera ainsi du nouveau souffle au monde de l'entrepreneuriat. Reportage signé Anna Martina et Secha Angianabu. La région Anos dispose de ressources naturelles et humaines et d'une situation stratégique pour promouvoir le tourisme, l'industrie, l'agriculture et la pêche. C'est la vision de la région d'être leader dans le développement des investissements et la création d'emplois pour les jeunes dans la partie sud de l'île, a confirmé la gouverneure de cette région. Selon cette dernière, le fait qu'une agence de l'IDBM y soit installée présente de grands avantages pour la région et augmentera la confiance des investisseurs de la région. En effet, l'IDBM est l'agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements à Madagascar. Une agence locale comme l'IDBM facilitera la création d'entreprises. Cette agence de l'IDBM a été officiellement inaugurée hier à Tolanar, chef-lieu de la région Anos, en présence du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, du ministre des Transports et de la Météorologie, du président du conseil d'administration de l'IDBM, du coordonnateur national du projet PIC et de nombreux élus et responsables de la région. Dans un autre sujet, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est prêt à accueillir les invités pour le sommet de la COI qui se tiendra le 24 avril chez nous. Dans ce sens, de nombreuses offres leur seront proposées par l'Ortana ou l'Office régional du tourisme d'Analamangue. À cet effet, 100 guides seront ainsi mobilisés lors de ce sommet. Les détails avec Fangesena Mireille. Le nombre de touristes qui visiteront les lieux historiques de la région d'Analamangue lors du sommet de la COI va doubler selon les estimations des opérateurs touristiques. Comme Antananarivo accueillera ce sommet, l'Ortana ou Office régional du tourisme d'Analamangue dispose déjà de nombreux services pour ses visiteurs. L'Ortana sera disponible 7 jours sur 7. Par ailleurs, 100 guides seront mobilisés lors de ce sommet selon les informations. Ces derniers suivent déjà actuellement des formations particulières.
Ensuite, certains guides ne satisfont pas encore aux exigences professionnelles de leur métier, même s'ils ont des expériences en la matière. Ainsi, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat leur ont dispensé une formation. L'objectif est de renforcer leurs compétences. Les détails toujours avec Fanjessene Mireille. Il y a actuellement 2057 guides à travers Madagascar, selon le rapport de l'association des guides. Certains guides n'ont pas suivi de formation professionnelle particulière, même s'ils ont de l'expérience. Cependant, ils jouent un rôle important pour atteindre l'objectif du ministère, celui d'atteindre 1 million de touristes d'ici 2030. Après la publication du référentiel pour la formation des guides, le ministère procède à leur formation. Les guides ont toujours confirmé leur volonté de contribuer à la promotion du tourisme. Et la production de noix de coco par la société d'État Suavoinu à Sava connaît une baisse allant jusqu'à 46% actuellement. Le vieillissement des cocotiers est l'une des causes majeures de cette diminution, affectant ainsi leur rendement. Le gouvernement travaille actuellement à la résolution de ce problème et à cet effet, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vise le renouvellement des cocotiers. Anna Martina et Secha Angianaub nous en disent plus. La société d'État Suavoinu traverse actuellement une période critique avec une production de noix de coco qui a chuté à seulement 7 millions d'unités contre 15 millions au début des années 2000 selon les informations. Cette diminution est due généralement au vieillissement des cocotiers et aux diverses pressions que ces derniers subissent. Pourtant, ce lieu assure en grande partie la production de Madagascar en noix de coco. Ainsi, pour contrer cette tendance préoccupante, le gouvernement mettra en œuvre des stratégies efficaces pour augmenter la production, notamment en renouvelant les cocotiers, en renforçant les capacités de transformation des produits et en modernisant l'exploitation et la gestion. Par ailleurs, la société Suavoinu joue un rôle important dans l'amélioration et le renforcement du secteur industriel, notamment à travers la transformation et la distribution des produits à base de noix de coco, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La culture de noix de coco par la société Suavoinu s'étend sur une superficie de 5000 hectares. Cette société d'État contribue grandement à la promotion de l'agroalimentaire à Madagascar du fait qu'elle réalise de nombreux produits à base de noix de coco. La vente de ces produits sur le marché international reste encore un défi majeur à réaliser, d'après toujours le ministre Sergio Azarsan. Cette société d'État vient d'inaugurer son nouveau bureau et lieu de vente à Sambave, ce qui répond pleinement à la vision du président Anji Radzoueln, notamment la promotion de l'industrialisation. En culture, Johan Radau est une artiste malgache résidant à l'étranger qui porte haut ses couleurs à travers l'alliance de la culture pop occidentale à la culture malgache dans ses chansons. Et dans cette optique, Johan Radau a sorti un nouvel EP ou extended play appelé Géline aujourd'hui. Les détails avec Natera Koutmauf et Nzar Ranjiansu. Johan Radau est un artiste malagasy qui commence à faire ses preuves dans le domaine musical en alliant la culture pop avec le rythme typiquement malagasy. Parmi ses œuvres, Géline, un titre qui porte le nom de sa grand-mère décédée il y a 2 ans. C'est très très important pour moi de pouvoir diffuser la musique aussi à Tana, aussi sur le territoire malgache, et de pouvoir en tout cas essayer de faire la passerelle entre les deux pays à ma manière. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui le font différemment, mais l'important en fait c'est la diversité. C'est de la pop musique parce que c'est très large, il y a beaucoup d'influences, parfois du rock, parfois du R&B, parfois de la soul. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était d'utiliser, encore une fois à ma manière, les rythmiques malgaches, parfois quelques mélodies typiques de certains endroits de Madagascar, et aussi les instruments malgaches, notamment dans le disque, il y a de la valière qui est jouée par Razé, et ça c'était important pour moi, donc c'est de la pop, vraiment c'est de la pop occidentale, mais il y a quand même des emprunts de musique traditionnelle, par-ci, par-là, discrets. Géline est un titre qui montre la particularité de Johan Radau et ses origines franco-malagasy.
Sa musique, elle la qualifie comme une passerelle entre la France et Madagascar. Djeline est aussi le titre de son EP qui est sorti officiellement aujourd'hui. Elle compte le partager à ses fans et se prépare également pour une tournée européenne et aussi à Madagascar. Alors maintenant, avec le premier EP, il y avait 5 morceaux. Avec le deuxième EP qui arrive, il y en a 5. Donc j'ai un répertoire presque comme un album entier, en fait, d'une douzaine de morceaux pour l'instant, que je joue sur scène. Je ne sais pas encore précisément dans les prochains mois comment ça va se passer, mais sur du moyen long terme, j'aimerais bien retourner à Mada pour ça. Et d'ailleurs, je ne suis toujours pas revenue à Mada parce que mon souhait le plus cher, c'est de proposer une tournée ici, à Mada, et de venir pour jouer, en fait. Vraiment venir pour jouer, vraiment venir pour faire de la musique. Donc, on prépare ça. Les artistes se basent plus sur les plateformes numériques en optant sur les EP ou Extended Play pour leur album. Pour Joanne Radau, elle a déjà sorti 2 EP, dont le deuxième est sorti officiellement aujourd'hui. Si jamais je m'arrête, c'est que réfléchir n'est plus d'actu. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Birmanie, la junte militaire est accusée de détourner et de contrôler l'aide humanitaire une semaine après le tremblement de terre qui a fait plus de 3000 morts selon le dernier bilan. Elle cible particulièrement les zones rebelles parmi les plus touchées par la catastrophe. La réponse à apporter sera discutée lors d'un sommet régional ce vendredi en Thaïlande, un autre pays également touché par le séisme. Reportage sur les images de France 24. N'offrez surtout pas l'aide humanitaire à la junte birmane. Publiée sur un site helvète, cette tribune de la diaspora birmane vivant en Suisse a de quoi surprendre à premier abord, mais elle correspond à une réalité sur le terrain. En Birmanie, où les victimes du puissant séisme se comptent par milliers, la junte militaire au pouvoir complique l'acheminement des secours et de l'aide humanitaire lorsqu'il s'agit de territoires rebelles. Sachant aussi le degré absolu de corruption du gouvernement birman, où va aller cet argent. On sait en tout cas ça n'ira certainement pas au premier nécessiteux, c'est-à-dire l'épicentre du séisme, la région de Sagaing, qui est un foyer d'insurrection. Donc après tout, les militaires birmans pourront en profiter pour faire d'une pierre deux coups. On profite du séisme et puis on éradique un foyer de résistance parce que les rebelles sont aux portes de la grande ville de Mandalay. Sur place, dans la région de Sagaing, la population manque toujours de tout. 6 jours après le tremblement de terre, les files d'attente s'allongent inexorablement. On n'a rien reçu d'autre à part quelques paquets de riz et du curry. Et là, on fait la queue pour de l'eau. On a besoin de l'aide des pays étrangers. Il nous faut de la nourriture. Une aide humanitaire internationale minutieusement contrôlée par la junte. Son chef est arrivé ce jeudi en Thaïlande, autre pays touché par le séisme. Objectif, organiser la réponse régionale à cette catastrophe naturelle dévastatrice. Ensuite, en France, la chef de l'extrême droite, Marine Le Pen, a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, désormais Rassemblement National. Elle a été condamnée à 4 ans de prison dans 2 fermes, ainsi qu'à une amende de 100 000 €. Cependant, c'est la peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire qui pourrait perturber la présidentielle de 2027. Les magistrats ont été menacés et une enquête est ainsi ouverte. Reportage signé France 24. Marine Le Pen l'avait directement prise à partie quelques heures après sa condamnation. La juge qui a prononcé sa peine pour détournement de fonds publics est la cible de menaces de mort et son adresse personnelle a été divulguée en ligne, a appris la presse mardi au lendemain du verdict du procès des assistants parlementaires du Rassemblement National. Lorsqu'on met en cause comme ça à titre personnel des magistrats, donc l'institution judiciaire, on porte atteinte au fonctionnement démocratique dans son ensemble. Une autre enquête, toujours en cours, avait été ouverte en début d'année pour des menaces de mort postées en ligne par un site d'extrême droite visant les magistrats du procès. Ce mardi devant l'Assemblée, le Rassemblement national a dénoncé des juges tyrans. Évitons des pressions. Il y a eu des pressions, il y a eu des critiques et voire des menaces sur les procureurs. Maintenant, ce sont sur les juges. Il faut absolument que les magistrats dans ce pays puissent faire leur travail, rendre leur office, encore une fois, dans la sérénité et sans être exposés à titre personnel.
C'est dans ce climat pesant que le Rassemblement national a appelé à une grande manifestation de soutien à Marine Le Pen, dimanche à Paris. Et en Ukraine, des frappes russes à l'aide de drones ont frappé la ville de Kharkiv, faisant au moins 4 morts et plus d'une trentaine de blessés dans l'est du pays selon les autorités. Le bilan humain de cette guerre reste pour l'instant difficile à évaluer. Les cérémonies en hommage aux soldats ukrainiens se multiplient. France 24. Sous une pluie glaciale, des centaines d'habitants à genoux, au son d'une marche funèbre. Des deux côtés de cette avenue, la même position pour offrir le plus grand respect. Que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit adulte ou lycéen. La ville d'Ouman, au centre de l'Ukraine, s'incline devant ce cercueil, celui de Vitaly Solodki, 45 ans, tué au combat sur le front de Pokrovsk. La fille du défunt éplorée, les transports à l'arrêt, tout se fige au passage du convoi funéraire. Ces habitants ne connaissent pas le combattant décédé, mais ils sont venus très nombreux. Oui, c'est très important. C'est une marque de respect pour nos héros. Ils se battent pour que nous puissions étudier, travailler et vivre librement. Honnêtement, je me déplace toujours pour participer à ces corridors d'honneur. Et à chaque fois, je réalise combien les Ukrainiens payent le prix fort pour que nous puissions garder notre territoire. Dans cette ville où nous tournons, mais aussi dans les plus petits villages, sur les routes de campagne de l'Ukraine, ces mêmes scènes puissantes. Ces corridors de la mémoire accompagnent désormais quasiment chaque funéraille de soldats. Dans le cimetière d'Ouman, le carré réservé aux hommes tombés au combat ne cesse de s'agrandir. L'épouse du soldat reçoit un drapeau ukrainien. Malgré la douleur, elle dit avoir ressenti une bienveillance réparatrice pendant le corridor d'honneur. Sa disparition me brise le cœur. Mais je remercie infiniment pour le moment de partage avec les habitants. Je l'ai fait moi aussi pour d'autres héros tombés avant mon mari. Alors que l'on porte en terre le soldat Solodki, une mère se recueille devant la tombe de son fils, 35 ans, tombé récemment sur le front de Koursk. 46 000 soldats ukrainiens tués depuis le début de la guerre, selon le président Zelensky, jusqu'à 100 000 selon d'autres sources, mais aussi des dizaines de milliers d'autres portés disparus ou en captivité. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data sur le projet Base Touliard. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Au revoir à tous.